Oradour-sur-Glane, un massacre. Comment est-ce que ça s'est produit? Qu'est-ce que ce vestige de la Seconde Guerre mondiale? Nous allons plonger dans l'histoire tragique de cet événement qui s'est déroulé dans la ville qui porte son nom. Cela s'est passé il y a déjà des dizaines d'années. Accrochez-vous, prenez vos casques militaires et vos petits mouchoirs, car l'heure n'est pas à la rigolade. N'hésitez pas à prendre la petite botte de mouchoirs rouge ici pour vous abonner, ça fera toujours plaisir et ça fera chaud au cœur pour toutes les recherches et le travail fourni pour cette belle vidéo. Et c'est parti pour une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien, que vous avez la forme. J'ai appris que le déconfinement va bientôt commencer pour moi en tout cas. Je suis en zone verte, je tourne ce truc le 8 mai, voilà, donc sans doute 3 jours avant le déconfinement, je l'espère. J'espère que vous avez pu profiter un maximum de vos familles et de vos amis. Et écoutez, c'est parti, on va commencer par l'avant-massacre de Oradour. C'est parti. Oradour n'est qu'un petit village de marché lors de la première moitié du XXe siècle. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Limoges, le samedi, de nombreux habitants des villages aux alentours viennent faire leurs courses sur le marché de Oradour. Pour venir, il faut prendre le tramway qui correspond à un peu plus d'une heure de trajet. En 1936, la commune compte 1574 habitants, dont 330 dans le village lui-même. De 1934 à 1944, la population d'Oradour augmente en raison de l'arrivée des réfugiés, en 3 vagues successives, puis de manière aléatoire au fur et à mesure du temps. Au début de l'année 1939, les républicains espagnols viennent s'installer à Oradour, dont 22 sont encore présents en 1943. En septembre 1939, c'est l'arrivée des populations évacuées d'Alsace qui ont été évacuées pour les préserver du combat. Mais ces populations sont plutôt mal accueillies, ce qui fait que la plupart prennent le chemin du retour à l'été 1940. La 3e vague en août 1940 est constituée de 80 personnes, expulsées de la Lorraine, qui est maintenant sous l'emprise du Reich. En outre, à partir de la défaite française de juin 1940 et jusqu'en 1944, arrivent peu à peu des réfugiés du Nord et du Pas-de-Calais, de Montpellier et d'Avignon, des Juifs de la région parisienne, de Meurthe-et-Moselle ou de Bayonne. En juin 1944, le village compte 1 millier d'habitants, suite à un afflux des réfugiés. La présence allemande ne date que de 1942. Après l'occupation de zones libres en 1944, l'occupation ne semble toujours pas présente à partir de 1942 jusqu'à 1944. Ce qui fait que la pression entre les Allemands, donc nazis, et les Français d'Oradour n'est pas présente. En avril 1944, après avoir subi de lourdes pertes sur le front de l'Est, notamment lors de la 4e bataille de Kharkov, la division blindée SS Reich est mise en repos de la région de Montauban pour être reconstruite. Début mai, elle comporte 18 468 hommes, dont de nombreuses recrues, par rapport à l'effectif théorique de 21 000 hommes. Début juin, plusieurs problèmes techniques et matériels ainsi qu'humains ne sont pas encore réglés. À son arrivée en France, l'unité SS Reich possède des caractéristiques communes aux unités de massacre sur le front de l'Est. Ses membres sont imprégnés de l'idée nationale-socialiste. Elle a combattu sur le front de l'Est, se perçoit donc comme une unité d'élite et a déjà participé à des opérations de lutte contre les partisans. Ces soldats ont traversé l'univers moral de la guerre de l'Est, fait de cruauté envers les populations et les brutalités exercées par les officiers sur les populations françaises et les hommes de troupe.
on commence à observer des peines collectives, des massacres de population et des destructions d'habitations, ainsi que des incendies de villages sur ce front de l'Est. Ces moyens sont considérés comme normaux pour repousser les résistants venant des maquis. Alors un maquis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lieu où les résistants de la Seconde Guerre mondiale s'organisent pour lutter contre l'occupation allemande nazie. Même si la division est officiellement au repos pour reconstituer ses forces, certains de ces éléments participent à des opérations de lutte contre les partisans de la résistance et à des représailles contre la population civile française. La lutte contre les partisans de la résistance est un ordre régi à la suite d'une intervention personnelle d'Adolf Hitler, le 3 février 1944. Selon ces ordres, la troupe est tenue de riposter aux attaques terroristes en ouvrant le feu, et si les civils totalement innocents sont touchés, bien que cela puisse être regrettable aux yeux des Allemands, la responsabilité n'en revient qu'aux terroristes, du moins de leur point de vue. Les zones doivent être bouclées et les habitants, quels qu'ils soient, arrêtés. Les maisons qui ont abrité les résistants sont alors incendiées. L'ordre d'Hitler se poursuit en précisant qu'il ne faut punir que le chef manquant de fermeté et de résolution, car il menace la sécurité des troupes qui sont subordonnées et l'autorité de l'armée allemande. Face à la situation actuelle, les auteurs du crime ne seront pas punis. En effet, les Allemands, nazis donc, ont le droit de faire des écarts à la loi, tels que des meurtres volontaires, des viols, ou même fauter des enfants. Cette volonté de durcir la répression contre les résistants par un maréchal, Wilhelm Keitel, qui donne lui-même l'ordre en mars 1944 de fusiller les francs-tireurs qui ont été capturés armes à la main et non de les livrer aux tribunaux. Le 5 juin 1944, le général Lammerling fait approuver par sa hiérarchie une opération qui consiste à faire de la contre-propagande ou de la discrimination contre les terroristes vus au nom de l'État nazi. Cependant, il n'avait pas l'intention de s'arrêter à cet ordre-là. En effet, il prévoit aussi des arrestations massives et préventives, l'occupation de localités, ainsi que le ratissage des zones et la réquisition des véhicules. Une annonce paraît quelques jours après cet ordre. Elle précise que pour chaque Allemand blessé, 5 civils français seront pendus. Pour chaque Allemand tué, 10 civils français seront pendus. En mai et en juin 1944, les unités de la Westreich terrorisent des populations de 4 départements, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne et Ariège. Au cours de cette opération, ces unités fusillent de nombreux hommes, femmes et enfants, ou les déportent vers des camps de concentration civile, donc pour les garder en otage. Ils incendient également les maisons des personnes fusillées, voire des villages entiers. Le lendemain du débarquement, le 16 juin 1944, donc, la Das Reich reçoit 2 ordres complètement différents, qui sont donc contradictoires. Le premier est de rejoindre la Normandie pour faire face aux résistants qui arrivent d'Angleterre. Le second est d'intervenir dans la zone Tulle-Limoges, qui correspond à la zone où se situe Oradour-sur-Glane. Le problème entre les 2 ordres est levé le 8 et le 9 juin, en précisant que l'essentiel de la division devait se diriger vers la Normandie pour contrer l'attaque des résistants venant d'Angleterre menée par Charles de Gaulle. Donc tous les soldats qui devaient aller en Normandie devaient arrêter leurs opérations et préparer leurs affaires le 11 juin avant midi pour partir pour la Normandie. En ce qui concerne les hommes qui vont vers la zone Tulle-Limoges, les unités restantes dans la formation nazie sont confrontées à quelques problèmes, et pas des petits. Des résistants voulant clairement faire la peau aux Allemands se dressent sur leur chemin. Les nazis les massacrent. De nombreux partisans de la résistance sont tués dans les combats ou lors de leurs arrestations. Les civils sont également tués par les bataillons commandés par Dieckmann, qui est le seul à s'en prendre délibérément aux femmes et aux enfants, et surtout aux enfants.
La répression menée par l'unité d'Asreich connaît son premier point culminant au massacre de Tulle le 9 juin, les derniers survivants de ce massacre, au nombre de 99 hommes, n'ayant d'ailleurs aucun lien avec la résistance, se font pendre au balcon et au réverbère de la ville, qui est à ce moment-là détruite. Les unités qui n'ont pas fait mouvement vers Limoges mènent des opérations de répression contre les unités françaises résistantes et commettent des écarts à la loi contre les civils entre le 10 juin et le 16 juillet 1944. Convoqué par le commandant Adolf Dieckmann, le docteur Dessourteaux, qui est le président de la délégation spéciale, fait appel aux crieurs publics pour ordonner aux habitants et aux personnes de passage au village de se rassembler au centre de celui-ci, donc de rejoindre le champ de foire du village. La majorité obéit aux ordres en étant persuadée qu'il ne s'agit uniquement que d'un contrôle de routine, même si l'inquiétude des habitants est encore mesurable lors de ce rassemblement. Ils se rendent vite compte qu'une séparation est faite. D'un côté, les hommes, d'un autre côté, les femmes et encore d'un autre côté, les enfants sont donc séparés en 3 groupes bien distincts. Les SS forcent les habitants à aller en direction du champ de foire du village. Certains qui essayent donc de s'échapper du village se rendent vite compte qu'il est encerclé par les Allemands. Ils sont donc obligés de revenir vers leur famille, leurs amis et le reste de la population en attendant ce qui va se passer. Des soldats allemands allaient dans les maisons de certains habitants qui ne voulaient pas rejoindre le centre de foire ou qui ne le pouvaient pas de par une situation de handicap ou une maladie comme la gastro ou la grippe de laquelle on ne peut pas se lever quand on est malade. Ces soldats, fusils à la main, poussaient les habitants avec leurs canons, défonçant portes et fenêtres au passage si nécessaire. Ils passaient dans chaque immeuble se trouvant sur leur passage, et la RAF inclut également 4 écoles de la commune, soit 191 enfants, 2 instituteurs et 5 institutrices. Des camionnettes allemandes amènent sans cesse des habitants des villages d'à côté pour les rassembler avec ceux d'Oradour-sur-Glane et bien entendu faire la séparation entre les hommes, les femmes et les enfants. Des véhicules blindés et armés sillonnent la ville à la recherche de personnes voulant se cacher des Allemands. Même la directrice de l'école étant en arrêt maladie était poussée par 2 crosses de fusil, donc des Allemands, alors qu'elle était en robe de chambre et donc sans ménagement. Les personnes qui tentaient de s'enfuir et les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller place de la Grande Foire se font directement exécuter sans sommation. Lors de son procès à Berlin en 1983, Heinz Barth reconnaît avoir donné l'ordre à l'un de ses coéquipiers d'abattre, conformément aux instructions, une personne âgée incapable de se déplacer. Une autre femme âgée arrivait péniblement à se déplacer en déambulateur. Elle a été directement abattue à coups de mitraillette par les Allemands car elle n'allait pas assez vite. Le rassemblement était violent, avec de la casse. Des portes arrachées ainsi que des fenêtres cassées, brisées, des coups de feu et des morts. Quelques habitants seulement ont réussi à s'échapper des mailles du filet en échappant à la vigilance des Allemands. Vers 14h45, le rassemblement est achevé. Un des Waffen-SS alsaciens traduit aux 200-250 hommes les propos du commandant Dieckmann. Les SS auraient entendu parler d'une cache d'armes située à Oradour-sur-Glane. Ils demandent donc à tous ceux qui possèdent l'arme de faire un pas en avant. Cependant, personne ne fit de pas en avant. On menace de mettre feu à leur maison afin de faire sauter les dépôts de munitions. Devant encore une fois l'absence de réaction, l'officier demande au maire de lui désigner 30 otages. Ce dernier lui répond qu'il lui est impossible de faire ça. Il assure qu'aucun des habitants n'est au courant de quoi que ce soit sur ce qui est des armes et des munitions, y compris lui. Le commandant demande donc au maire de le rejoindre dans la mairie. De retour sur le champ de foire, le maire maintient son refus et se présente lui-même comme otage ainsi que sa proche famille pour prouver qu'il n'y a aucune munition dans cet endroit. Cependant, l'officier allemand éclate de rire au nez du maire.
Vers 15 h, les femmes et les enfants sont conduits ensemble dans l'église après des scènes d'adieu déchirantes. L'interprète réitère sa demande. Il déclare qu'ils vont faire des perquisitions si personne ne se dévoue. Pendant ce moment de perquisition, les femmes et les enfants sont donc rassemblés dans l'église et ne bougent pas. L'officier allemand redemande que si quelqu'un connaît l'existence d'une de ces cachettes de munitions ou d'armes, il devait se manifester. Cependant, personne ne s'est manifesté. Et pour cause, aucune cache n'était présente dans la ville. Et tous les civils de la ville étaient au courant de ça. En effet, ce petit village, je vous le rappelle, ne vivait que par ses petits commerces et ses cultures eux-mêmes. Après une heure d'attente, les hommes sont conduits dans divers locaux retrouvés par les SS. « 180 personnes de sexe masculin et les jeunes garçons de plus de 14 ans sont répartis en 6 lieux d'exécution par groupe de 30 personnes. Les prisonniers vidaient les hangars, un soldat SS, donc allemand, passait vite fait un coup de balai et installait une mitrailleuse. Malgré la situation, certains reprenaient espoir, car en effet, tout le monde savait qu'il n'y avait pas de dépôt. Une fois la foule terminée, les SS seraient donc obligés de prouver qu'ils avaient tort, et donc de partir en les laissant tous tranquilles, et donc pour reprendre leur vie normale. Il ne serait donc qu'une question de patience avant que tout cela n'arrive. Les tirs de mitrailleuse furent déclenchés vers 16 h. Le commandant Heinz Barth a ordonné l'exécution des habitants avec comme raison que les prisonniers étaient un peu trop énervés à son goût. Il en a tué lui-même une quinzaine. Les mitraillettes ont fait feu pendant environ une minute. Sur un ordre bref du commandant allemand, les soldats allemands vidaient leurs chargeurs sur les habitants du village. Lorsque les rafales cessèrent, les soldats allemands se rapprochèrent des prisonniers encore vivants pour les exterminer à bout portant, pour être sûr qu'ils meurent. Les corps étaient ensuite recouverts de paille et de foin, ainsi que de fagots, auxquels on mettait le feu. Le même scénario se répétait dans chaque endroit contenant des civils d'Oradour. Les débuts d'incendie partaient la plupart du temps de personnes encore vivantes, ce qui fait que certains prisonniers étaient tués, brûlés vifs. Jusqu'au dernier moment, les prisonniers n'arrivaient pas à voir la mauvaise posture dans laquelle ils étaient et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, même une seconde avant le lancement des mitraillettes. La manœuvre des SS avait réussi, l'exécution s'est passée dans le calme, sans difficulté et sans panique. Sur 62 prisonniers, un groupe de 6 personnes a réussi à s'évader, dont un qui s'est fait exécuter par une sentinelle allemande. Donc 5 personnes sur un groupe de 65 prisonniers a réussi à s'échapper. Les SS, qui ne participaient pas au meurtre, participaient eux à des pillages d'habitations. Ils récupéraient l'argent, les bijoux, les tissus et les produits alimentaires, tout ce qui pourrait donc rapporter de l'argent à l'État nazi ou à eux-mêmes d'ailleurs. Mais ils perquisitionnaient également les animaux tels que les vaches, les veaux, les porcs et la volaille, tout ce qui est animal, qui donc permet d'avoir de la nourriture. Au fur et à mesure des pillages, les habitations sont systématiquement brûlées. Tous les habitants qui s'étaient donc cachés dans leur maison, et donc qui n'étaient pas encore débusqués par les soldats allemands, étaient donc brûlés vifs. En entendant les coups de feu, et en ne voyant pas leurs enfants revenir de l'école, les parents venant des villages voisins qui n'ont pas été faits prisonniers par les Allemands se rendent à Oradour après le massacre et se rendent compte très rapidement de ce qui s'est passé. En ce qui concerne les femmes et les enfants, ils sont 350, enfermés dans une église. Seule une personne a réussi à s'échapper de cette église, Marguerite Roufanche. À ce moment, elle avait 47 ans. Elle a perdu son mari, son fils, ses 2 filles et son petit-fils âgé à ce moment-là de 7 mois. Ces personnes font partie des victimes des Allemands. Selon les dépositions de plusieurs Allemands ayant participé au massacre, les explosifs qui devaient suffire pour pouvoir faire s'effondrer l'église sur les habitants, en fait, n'étaient pas suffisants.
Ce qui fait que, étant donné que l'église ne s'était pas effondrée, la population n'était pas décédée, les Allemands rentraient donc dans l'église, vidaient leurs chargeurs sur le reste de la population, vraiment vider toutes leurs munitions sur la population, et d'autres, se tenant encore à l'extérieur de l'église, jetaient des grenades sur la population pour finir le travail. Puis, l'incendie est lancé dans l'église et on entendait encore des gémissements de personnes encore donc dans cette église. On peut donc dire que beaucoup de personnes ont été brûlées vives dans cette église. Il restait donc des enfants ou des femmes blessées ou agonisantes qu'on aurait pu sauver mais qu'on a tuées avec cet incendie. Au total, seule une trentaine d'habitants a réussi à survivre de tout ça. Sur 1800 habitants, ça fait moins de 2% de la population qui était en ville ce jour-là. Parmi ces 30 habitants, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul écolier qui a réussi à s'en sortir. Il avait 8 ans, c'est Roger Gottfried, il s'est enfui de son école en voyant les Allemands arriver. Il a perdu lors de ce massacre son père et sa mère, ainsi que ses 4 frères et sœurs. Dans la nuit du 10 au 11 juin, certains survivants quittent la ville. Cependant, quelques survivants restent encore toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, avec l'espoir de pouvoir retrouver des personnes vivantes de ce massacre. Marguerite Roufange, donc, qui s'était enfuie de l'église, était cachée dans un jardin, armant ce nom dans un buisson. Désolé pour le jeu de mots. Les frères Beaubreuil étaient dans les égouts. Après la destruction du village, les familles survivantes vivent dans des baraquements en bois, puis dès 1953, dans une vingtaine des 200 maisons construites à quelques mètres de la ville, le nouveau village, dont la seule rue conduisant de la place principale aux ruines avait un nom, l'avenue du 10 juin. Les 6 autres avenues ne recevaient un nom qu'en 1992. Jusqu'au début des années 60, les habitants observent un long deuil, un deuil permanent. Et Oradour est une ville morte, où ne sont célébrés ni communion, ni baptême, ni mariage. Aucune fête n'est autorisée dans ce nouveau village. Selon le médecin du nouveau village, l'ambiance était très triste. Il n'y avait aucun enfant. Les fêtes étaient donc interdites. On ne pouvait ni jouer aux cartes, ni aller au bal, puisque les bals étaient également interdits. Tout ce qui était joyeux était donc interdit dans ce nouveau village pour faire le deuil des personnes perdues. La tristesse était telle que la personne la plus jeune habitant là-bas, donc qui avait 15 ans en juin 1944, elle était détruite mentalement. Le dimanche, pour aller à la messe, tout le monde était habillé de noir. Tout le monde parlait des victimes du massacre d'Oradour, même des années après. Personne ne parlait des joies de la vie. Cette femme ne porte d'ailleurs de vêtements de couleur qu'après son mariage pour montrer la fin du deuil. Les commerçants du village ne devaient pas avoir d'enseigne car c'était interdit. En 1991, le retour à la vie normale se traduit par la plantation d'arbres sur l'avenue du 10 juin et le placement de bacs à fleurs à l'intersection principale. Les premiers hommages sont rendus par l'évêque de Limoges le 16 juin 1944, soit 6 jours après le massacre. Xavier Vallée déclare le 27 juillet 1944 que ce sont les Français qui sont moralement responsables de la mort de ces personnes habitant à Oradour-sur-Glane, qui étaient donc des femmes, des enfants ou même des maris. Selon lui, des Français désobéissants au maréchal ont causé des troubles graves. Les soldats allemands n'auraient donc pas été jusqu'à tuer les habitants si ils avaient tous respecté les règles. Donc la population innocente n'aurait pas été tuée en la cruelle conséquence des méfaits de quelques bandits, autrement dit les résistants français. Le général de Gaulle se rend le 5 mars 1945 dans le village où il déclare notamment qu'Oradour est le symbole de ce qui est arrivé à ce pays. Voici ce que le général de Gaulle dit lors de son discours, donc le 5 mars 1945. Ce qui est arrivé à Oradour-sur-Glane nous enseigne aussi autre chose. C'est que pour réparer et pour conserver le souvenir, il faut rester ensemble, comme nous le savons maintenant. Jamais plus, même une fois, il ne faut qu'une chose pareille puisse arriver.
à quelque point que ce soit de la France. Et pour que cela n'arrive plus, il y a des dispositions à prendre. Des dispositions qui ne sont pas seulement des formules. Des dispositions qui ne consistent pas simplement à faire confiance aux autres. Même quand ces autres ont la meilleure volonté du monde, il faut se faire confiance à soi-même et s'assurer sa sécurité à soi-même. En janvier 1945, le gouvernement français décide le classement parmi les monuments historiques de l'église d'Oradour, qui est restée en l'état où elle se trouvait après l'incendie, et celui des ruines étant classé comme site historique de France. La crypte construite par l'État pour abriter le reste des victimes reste inutilisée jusqu'en 1974. Et une autre organisation fait construire son propre bâtiment pour accueillir les cendres des habitants tués. La prise de parole par François Mitterrand lors de la célébration du 10 juin 1994, puis l'inauguration le 16 juillet 1999 du Centre de la mémoire par le président Jacques Chirac, traduisent la réconciliation des mémoires locales et nationales. Le 4 septembre 2013, le président François Hollande et celui de la République fédérale allemande, Joachim Gauck, effectuent une visite des ruines du village ensemble. Cette visite est marquée par des moments d'émotion contenus, incarnés par ces mains jointes l'une à l'autre, d'un président français et d'un président allemand, dans un petit village de France qui a subi d'horribles choses lors de l'affrontement de ces deux pays, à tout jamais meurtri par la barbarie d'ISS. Emmanuel Macron se rend, pas encore président, à Oradour-sur-Glane, lors de sa campagne électorale, en avril 2017. Puis, lorsqu'il est président, il revient une seconde fois, en juillet 2017, pour présider la cérémonie des 73 ans du massacre. Il effectue notamment une deuxième visite d'Oradour avec, à ses côtés, le dernier survivant du massacre, Robert Hébrain. Lors de son discours, Emmanuel Macron dit « Voyez ces ruines qui sont derrière nous. Déjà la pluie et le soleil, après tant de décennies, ont effacé les traces noires des incendies dévastateurs. L'herbe du Limousin a repoussé dans ce sanctuaire l'impact des balles tirées ce jour-là sur les hommes, femmes et enfants, se polit sur les murs et se confond avec l'érosion de la pierre. Il en va de même de la mémoire. Elle aussi forcément s'érode. Ce qui se transmet risque de s'affadir. Sans cesse, notre devoir est de raviver la flamme et de lui redonner sens. » Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle parle quand même d'un événement qui est pas super joyeux, même pas du tout, qui est même totalement tragique. Bien entendu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et à nous dire ce que vous aimeriez comme vidéo juste après. Nous, comme équipe de SSS Studio, on se sent très touchés par cette histoire. J'espère que les prochaines générations ne referont pas cette erreur. Abonnez-vous, lâchez-nous votre meilleur pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo de meilleure qualité. C'était SSS Studio.